Bienvenue. Heureuse de vous compter parmi nous pour un nouveau ZoomInvest. Aujourd'hui, nous discutons sur un des choix les plus importants dans le cadre de notre stratégie d'action, c'est-à-dire le choix stratégique et tactique entre les actions européennes et américaines. Quelles sont les grandes différences structurelles, ceci à court terme et à long terme, et quel est le choix que KBC fait en ce moment? J'en parle avec Baptiste Mézot, gestionnaire de fonds chez KBC Asset Management. Soyez le bienvenu, Baptiste. Merci, Marc. Il est vrai que nous avons parlé souvent des actions américaines ce dernier temps et surtout sur les Magnificent Seven, mais entre-temps, la bourse européenne a quand même fait une belle performance, n'est-ce pas? En effet, on a tellement parlé des Magnificent Seven qu'on a un peu oublié les actions européennes qui ont assez bien marché sur la période. Depuis le mois d'octobre, elles ont progressé d'environ 20%, ce qui est à peine moins bien que les rendements des actions américaines exprimés en euros. Donc oui, ça restait un peu plus sous les radars, mais la performance a été assez bonne, effectivement. Ok. Maintenant, le marché européen est un marché assez hétérogène. Est-ce que le redressement de ce marché était pareil partout? Oui et non. C'est-à-dire que si on compare, par exemple, au sein de la zone euro, on voit que ça a été assez homogène, même s'il y a des petites différences, comme le fait que, par exemple, le DAX ou le marché italien ont fait un peu mieux que le CAC 40 ou que notre belle 20 nationale. Mais globalement, on voit quand même une différence entre la zone euro et l'Europe hors zone euro, donc principalement du coup la Suisse et le Royaume-Uni, où on voit que ces deux pays qui contribuent quand même un gros poids dans l'indice hors zone euro, ont moins bien marché sur la période. Et c'est lié principalement au fait que l'allocation sectorielle à ces indices est un peu différente. Ok. Mais comment expliquez-vous la divergence entre la zone euro et le reste de l'Europe alors? En fait, comme j'ai dit, c'est par rapport au secteur. Ouais. Et par exemple, on voit que dans la zone euro, on a pas mal de poids dans l'indice des banques, des valeurs industrielles qui ont assez bien marché sur la période, ce qui explique la belle performance. Alors que par exemple au Royaume-Uni et en Suisse, c'est beaucoup de sociétés pharmaceutiques, c'était agroalimentaire, par exemple des Nestlé qui ont des gros poids dans l'indice, des assureurs, c'est des secteurs qui ont un peu moins bien marché. Et donc on voit que sur l'Europe hors zone euro, on n'a vu qu'une progression que de 10%, ce qui reste dans l'absolu pas mal, mais moins bien que les 20% de la zone euro. Ok. On entend souvent parler des granolas. C'est en fait le pendant des Magnificent Seven, les grandes entreprises américaines. Est-ce que c'est surtout ces grandes actions-là qui ont inspiré le marché européen? Oui et non. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé parce que on voulait faire un peu l'équivalent avec les Magnificent Seven en Europe. Mais globalement, c'est des entreprises qui sont assez différentes des Magnificent Seven parce qu'on n'a que deux valeurs purement technologiques, à savoir ASML et SAP. Et pour le reste, c'est quand même des sociétés pharmaceutiques ou des valeurs du luxe comme LVMH. Et on voit que sur la période, elles ont bien marché. Elles ont par exemple surperformé l'Eurostoxx 50, donc l'indice phare européen. Donc oui, ça a contribué à la belle performance des marchés européens. Il faut quand même la mettre en perspective parce que par exemple, si on compare avec les Magnificent Seven, les granolas ont quand même sous-performé de 50% sur 12 mois. Donc ça reste à mettre en perspective, la performance des granolas. Ah oui, oui, en effet. Et qu'est-ce qui rendrait alors ces petites capitalisations à nouveau attrayantes? Et comme vous le dites, les petites capitalisations boursières ont assez mal marché sur la période, et, alors qu'historiquement, elles surperforment l'indice. Et qu'est-ce qu'il faudrait potentiellement pour que ces small cap commencent à surperformer? On pense qu'il faudrait principalement une baisse des taux en Europe. Et ce qu'on pourrait voir par exemple au mois de juin, la première baisse des taux de la BCE. Il faudrait aussi que l'économie réaccélère en Europe. Sur ce point-là, on voit que sur les indices manufacturiers, les fameux PMI, on semble avoir atteint un plus bas. Est-ce que maintenant on va revoir une reprise forte des PMI en Europe? Ça reste à voir. Dans ce cas, si ça venait à se matérialiser, on pourrait voir une belle performance des small caps. Et à mon avis, il est encore un peu tôt pour être extrêmement positif sur ces valeurs, mais qui ont quand même tendance à surperformer à long terme. Ok. Quelque chose d'intéressant, c'est la valorisation. Et vous dites que les grandes entreprises sont chères en termes de valorisation. Est-ce que les grandes entreprises européennes sont aussi chères que leurs partenaires américains?
Alors en fait, si on compare donc les multiples de valorisation, donc souvent le forward PE, price multiple, et on voit que par exemple les entreprises américaines traitent à 20 fois les bénéfices, ce qui est assez élevé par rapport à la moyenne historique des actions américaines. Et alors qu'on voit que les actions européennes traitent qu'à 13 fois les bénéfices et les actions du Royaume-Uni à 11 fois. Donc on pourrait se dire, en voyant ces différents chiffres, que les actions américaines sont fortement surévaluées. Il faut quand même garder en tête que les actions américaines ont toujours traité à des multiples plus importants. Ce sont des indices qui sont composés avec des valeurs plus technologiques, qui ont souvent des perspectives de croissance qui sont meilleures, une économie américaine qui est plus dynamique qu'une économie européenne, où il y a moins de taxation, il y a plus d'innovation. Donc c'est tout à fait normal de voir les actions américaines traitées avec une prime par rapport aux actions européennes. Mais là, on pense quand même que la prime des actions américaines par rapport aux actions européennes est devenue peut-être légèrement excessive, ce qui nous pousse à avoir un positionnement plus tactique, donc plus à court terme, positif sur les actions européennes, alors qu'on garde un biais structurel sur les actions américaines, de par les perspectives de croissance qui sont très attractives à long terme. Oui. Alors, est-ce que la valorisation est la principale raison pour laquelle on est surpondéré sur les actions européennes? C'est un des éléments qui rentre en compte, et c'est aussi un choix en relatif, et de par le fait que, par exemple, les actions américaines, c'est beaucoup de valeurs technologiques sur lesquelles on commence à devenir légèrement plus prudent, légèrement sous-pondéré. Donc, en fait, nos choix géographiques sont souvent des choix sectoriaux in fine. Merci Baptiste, c'est clair. Donc, sur le long terme, on mise sur les actions américaines, plutôt d'une façon stratégique. Sur le court terme, on opte maintenant pour les actions européennes. J'entends même que la croissance en Europe est en train de reprendre. Si la BCE décide de réduire le taux d'intérêt, est-ce que ça sera une raison d'aller encore plus dans les actions européennes? Ça dépend, comme je l'ai dit, un peu de nos choix en termes d'allocation. C'est principalement des choix géographiques qui dépendent des secteurs. On est par exemple assez favorable encore sur les banques de la zone euro, donc ce qui nous pousse à être légèrement positif sur les actions européennes, et globalement légèrement prudent sur les valeurs américaines technologiques. Donc oui, les décisions des banques centrales ont un impact, mais ce n'est pas le seul élément qu'on prend en compte pour les allocations sectorielles. OK. Peut-être encore deux questions finales, plutôt dans le secteur géopolitique. Dans plus ou moins 6 mois, il y aura de nouveau les élections aux États-Unis, avec une bonne chance que, par exemple, le président Trump sera réélu. Est-ce que ça pose un danger pour l'Europe? Alors évidemment, le risque Trump, c'est le risque géopolitique. Il pourrait éventuellement pousser ses menaces à exécution et vouloir quitter l'OTAN, ce qui serait évidemment pas bon pour les marchés actions, ça créerait de l'incertitude. Mais sur le plan économique, on voit qu'in fine, on a beaucoup parlé de Trump comme quelqu'un de très protectionniste, mais Biden a mené un peu la même politique les 4 dernières années, avec son Inflation Reduction Act, donc son plan de soutien de l'économie du secteur du renouvelable aux États-Unis. Et donc voilà, pour le moment, les deux sont encore au coude à coude dans les sondages, donc c'est un peu tôt pour se prononcer, mais l'impact pourrait être moins marqué que prévu. OK. Encore une question sur cette situation géopolitique. On voit que le monde entier, à l'heure actuelle, est vraiment, disons, un champ de mine géopolitique. Si cette situation s'aggrave, est-ce qu'il ne faut pas mieux alors miser sur les actions américaines? Donc comme j'ai dit, d'un point de vue plus long terme, stratégique à long terme, on reste très favorable aux actions américaines, mais on utilise l'angle plus tactique à court terme. On est favorable sur les actions européennes. Et évidemment, sur cet angle tactique, on prend en compte les risques géopolitiques. C'est un des éléments qui est aussi important. Et sur cet aspect-là, on continue de suivre la situation en Ukraine et dans la bande de Gaza de façon très attentive. Mais pour le moment, on est plutôt confiant sur notre choix tactique d'être légèrement positif sur les actions européennes. OK. Merci beaucoup, Baptiste, pour vos explications. Avec plaisir, Marc. C'est tout pour cette fois. Je retiendrai 3 choses.
Que sur le plan stratégique, on fait un choix pour les actions américaines en raison d'une possibilité de croissance sur le long terme. Pour la partie tactique, c'est-à-dire à court terme, on porte sur les actions européennes et surtout en raison d'avoir un choix pour des secteurs très spécifiques, c'est-à-dire les banques européennes ou des secteurs défensifs. En tout, nous sommes surpondérés pour l'Europe à l'heure actuelle, mais rien ne nous empêche de regarder la situation et d'adapter si nécessaire. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest.